Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du carrousel de Washington. Alors, tout le monde ne connaît pas cette histoire. En juillet de l'année 1952, plusieurs ovnis vont survoler la ville de Washington, son aéroport, le Capitole, le Pentagone ainsi que la Maison Blanche. Les objets feront leur apparition à 2 reprises en l'espace d'une semaine. L'événement fera les gros titres et le gouvernement américain s'empressera de discréditer l'affaire. La plupart des gens qui ne croient pas aux soucoupes volantes pensent qu'il n'y a plus de témoignages d'apparitions d'ovnis depuis plus de 50 ans et que la plupart de ces phénomènes n'arrivent qu'aux États-Unis. Mais tout ça est faux. Pour exemple, ces images qui ont été tournées il y a quelques jours proche de la ville de Lyon, j'ai trouvé la vidéo plutôt intéressante, je vous laisserai donc le lien sous la description. J'avais d'ailleurs idée en tête de faire, vous me direz dans les commentaires si jamais vous êtes intéressé, une petite série de vidéos dans lesquelles je sélectionnerai des témoignages récents qui auront lieu en Europe ou en France. Alors, le carrousel de Washington est l'une des histoires les plus fascinantes parce que si elle est vraie, alors elle aurait possiblement changé l'histoire de l'humanité. Alors là, vous vous dites, il est bourré, il est encore en train de fêter la Coupe du Monde. Non, un instant, je vais vous expliquer. En 1948, les États-Unis sont les seuls à posséder la bombe atomique. Militairement parlant, ils dominent le monde. Et à l'époque, la plupart des gens pensent que les Soviétiques n'auront pas l'arme nucléaire avant au moins 10 ans. C'était une erreur car les Soviétiques seront équipés d'armes atomiques dès l'été 1949. Au début des années 50, une course à l'armement va donc être lancée entre les États-Unis et l'Union soviétique afin de créer une arme atomique encore plus puissante que celle utilisée lors des bombardements d'Hiroshima ou encore de Nagasaki. À cette époque, les bases militaires américaines sont régulièrement survolées par des objets volants non identifiés. Les États-Unis vont néanmoins réussir à inventer et à tester la première bombe H, la bombe à hydrogène, le 31 octobre 1952 avec l'essai d'Ivy Mike, qui reste aujourd'hui, la bombe à hydrogène, l'arme la plus puissante du monde. Seulement quelques mois avant cet essai, la capitale des États-Unis était survolée par plusieurs ovnis. Le samedi 19 juillet 1952, à 23h40, un contrôleur radar de l'aéroport national de Washington va repérer 7 objets inconnus qui volaient en moyenne à 200 km/h, quand tout à coup, 2 de ces objets vont accélérer jusqu'à plus de 11 000 km/h. Après avoir vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement, les contrôleurs vont contacter la base aérienne d'Andrews, dont les contrôleurs suivaient également les mêmes cibles. Les objets volants non identifiés vont survoler une partie de la ville de Washington, passant au-dessus du Capitole et de la Maison Blanche. Au cours de la nuit, des pilotes de ligne vont signaler d'étranges lumières à la tour radar. D'ailleurs, 2 de ces signalements correspondaient à des objets que les opérateurs radar étaient en train de suivre. À 3 h du matin, des chasseurs envoyés par l'armée de l'air vont arriver à Washington. Une fois sur place, les objets vont se volatiliser, complètement disparaître. Les jets de l'armée, pour éviter de tomber en panne de carburant, vont à un moment donné être obligés de repartir. Et c'est exactement à ce moment-là que les objets vont choisir pour réapparaître. Ils seront détectés par radar pour la dernière fois à 5h30 du matin. Et vous imaginez bien que l'événement fera la une des journaux et va fortement inquiéter le Pentagone et le gouvernement américain. Une semaine plus tard, le 26 juillet, une deuxième vague d'objets volants non identifiés va débuter vers 22h30. Les contrôleurs de l'aéroport national et ceux de la base de l'Air Force vont de nouveau, ensemble, suivre et contrôler ces étranges appareils qui sont cette fois plus d'une dizaine. Quelquefois lents, d'autres fois extrêmement rapides, leur changement de vitesse et leur déplacement ne ressemblent à rien de connu. Des journalistes alors présents au centre radar auront interdiction de filmer les écrans radar, il leur sera même demandé de quitter les lieux. À 23h30, des chasseurs de l'armée seront encore envoyés afin d'intercepter les intrus sans résultat. Impossible pour les pilotes de voir plus qu'un point lumineux. Les objets sont beaucoup trop rapides et disparaissent toujours avant d'être à portée de tir des avions de l'armée. Un des pilotes dira même « c'était comme si l'on avait éteint une ampoule ». Non seulement les ovnis disparaissaient à la vue des pilotes, mais également sur les écrans radars. C'était comme si ces lumières démontraient qu'elles étaient pleinement conscientes d'être surveillées. Et tout comme la semaine précédente, les observations et les retours radars vont cesser au lever du soleil. Suite à cette deuxième vague, la pression des médias sera si forte et les questions de l'opinion publique si nombreuses que l'Air Force va donner une conférence de presse au Pentagone seulement 3 jours après les faits. Le directeur des renseignements de l'armée de l'air, John Sanford, suggérait que les observations étaient des étoiles ou des météores mal identifiés ou encore des canulars ou des erreurs d'interprétation. Il insistera sur le fait
que le faible pourcentage des observations pas encore expliquées ne représentait aucun danger pour les États-Unis ou pour leurs citoyens. Il déclara également que les retours radars étaient dus à une inversion de température. En temps normal, plus on monte en altitude, plus la température descend. Et il arrive quelquefois, en été, à cause de la pollution, qu'une couche d'air froid se retrouve coincée entre deux couches d'air chaud et qu'elle crée des erreurs sur le signal radar. La conférence de presse va satisfaire l'appétit des médias et la curiosité du public, mais le déroulement des événements de l'année 1952 ne plaira pas à l'Air Force et encore moins à la CIA. D'après eux, le nombre extrêmement important de témoignages et la fascination du public pour le phénomène des soucoupes volantes pourrait être utilisé par un pays ennemi afin de saturer les lignes téléphoniques de l'armée. Voilà pourquoi en 1953, l'armée de l'air va complètement changer sa politique face au phénomène OVNI afin de réduire la fascination du public. Et la CIA va créer le panel Robertson pour de son côté décrédibiliser le sujet. Le panel était composé de scientifiques qui avaient pour mission de démystifier le phénomène OVNI afin de réduire l'intérêt du public. Aucun des opérateurs radars n'était d'accord avec l'explication de l'inversion de température. Les signaux dus à une inversion de température n'ont pas de forme et ne peuvent pas expliquer les déplacements et encore moins les témoignages de pilotes et des civils. D'ailleurs, les enregistrements des écrans radars n'ont jamais été rendus publics. Il n'en existe aucune trace. Aujourd'hui, certains sceptiques théorisent sur le fait que ces boules lumineuses ne sont en réalité que de simples reflets. Alors, ça n'est pas possible non plus, parce que... Alors déjà, premièrement, important de signaler que cette photo, les images que vous voyez là, ne sont pas réellement des images des années 50. En réalité, cette photo a déjà été retouchée à plusieurs reprises avec le temps, forcément, mais l'image la plus proche, qui est celle-ci, semble plutôt dater des années 60, et d'après les témoins de l'époque, ce qui se rapproche le plus de ce qui s'est passé en 1952. La théorie du reflet ne tient pas la route parce qu'il faudrait que la lumière soit extrêmement intense pour être reflétée aussi nettement à une telle hauteur. De plus, elle n'explique pas les objets présents sur les écrans radars. Le seul moyen pour l'inversion de température et la théorie du reflet d'être réaliste, il faudrait que ces deux événements, ces deux théories aient eu lieu en même temps, au même endroit. L'un essayant d'expliquer les écrans radars et l'autre un phénomène visuel. Pour ma part, j'aime à penser qu'au moment où les États-Unis venaient de réussir à inventer l'arme la plus destructrice de l'histoire de l'humanité, pour l'instant, que quelque chose serait venu afin de rappeler à l'armée américaine qu'il n'était pas invulnérable, bien au contraire, qu'il pourrait très facilement être mis en déroute par quelque chose. Certains me diront, Novice, oui, tu plaisantes, pourquoi n'aurait-il pas, pourquoi ces objets ou ces personnes ne seraient pas intervenus avant, lors d'événements horribles de l'histoire de l'humanité? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas pour protéger l'humanité, mais tout simplement pour protéger la Terre ou une sorte d'équilibre. On connaît tous la notion d'équilibre. Vous voyez, quand vous jetez un parpaing dans l'eau, l'onde de choc va créer des remous, des petits cercles qui vont s'étendre. Eh bien, moi, je pense que si demain l'humanité venait à faire péter la Terre comme un vulgaire caillou, eh bien ça aurait des répercussions ailleurs, dans l'espace, et peut-être que certaines personnes voudraient éviter ça, afin de maintenir un certain équilibre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser les commentaires, à me dire ce que vous pensez concernant cette histoire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau phénomène expliqué. Allez, ciao!